Tu sais que sur la chaîne, on fait plein de vidéos sur le climat. Et que c'est pas hyper cohérent de manger un burger comme ça. Oui, mais Ben, il a tout à fait raison. Au niveau individuel, la viande a une empreinte carbone énorme. Et en particulier la viande de bœuf qui est dans ton burger. Mais... Non, mais te justifie pas, tu fais ce que tu veux. Mais peut-être que tu auras envie de changer tes habitudes alimentaires après cette vidéo, puisqu'on va justement traiter cette question. Faut-il arrêter de manger de la viande? Et pourquoi oui? Notre alimentation est responsable d'environ un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est beaucoup, mais ce n'est pas comme si se nourrir était une option. c'est pas du tout le chiffre que j'avais en tête. Je croyais que c'était moins que ça. Oui, mais celui-là c'est le bon. Non, évidemment, il y a plusieurs chiffres selon ce qui est pris en compte, mais aussi selon les méthodes utilisées. Dans les rapports du GIEC, il y a deux références qui sont largement citées. Une méta-analyse de Pour et Nemesek, qui date de 2018, et une autre de CRIPA de 2021. Les deux études prennent en compte un certain nombre de secteurs d'émissions. D'abord, les émissions liées au changement d'utilisation des sols, autrement dit la déforestation. Ensuite, il y a la production de nourriture en elle-même. Et enfin, les émissions liées à la chaîne d'approvisionnement, transformation des aliments, transport, emballage et vente. Vous voyez qu'il y a déjà des différences dues aux méthodes utilisées, en particulier pour le changement d'utilisation des sols. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse les liens en description. En plus de tout ça, la seconde étude prend d'autres facteurs en compte. L'énergie utilisée pour faire la cuisine et le traitement des déchets associés à la nourriture. Au final, les deux études estiment l'empreinte carbone de notre alimentation à 26 et 34%. Sachant que comme la seconde prend aussi en compte les émissions après la vente, elle englobe mieux le système alimentaire. Ce qui est bien avec le secteur de l'agriculture et de l'élevage, c'est que ça nous donne l'occasion de parler d'autre chose que du CO2. Ouais, ras la casquette du CO2. Et si on parlait de virus? Non, on va rester sur le sujet du climat, mais on va parler d'autres gaz à effet de serre, le méthane et le protoxyde d'azote. Alors on vous a peut-être dit à l'école qu'on ne pouvait pas additionner les chèvres et les moutons. Eh ben on vous a menti. Bah oui, 3 chèvres plus 2 moutons, ça fait 5 animaux, non? On peut faire pareil avec les gaz à effet de serre, je suppose. Exact, il faut juste prendre en compte le pouvoir réchauffant du gaz par rapport au CO2. Pour reprendre ton exemple, 28 virus et une bactérie, ça fait 2 êtres vivants. Non mais arrête avec ça, les virus sont des êtres vivants à part entière. Pour les gaz, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est leur durée de vie dans l'atmosphère. Lorsqu'on émet du CO2 dans l'atmosphère, il y reste pendant des centaines, voire des milliers d'années. Pour être un peu plus juste, 40% du CO2 émis est encore présent après 100 ans, mais il en reste encore 20% après 10 000 ans. Autrement dit, il s'accumule dans l'atmosphère. Pour le méthane, c'est très différent. Dans l'atmosphère, il a un pouvoir réchauffant 128 fois plus important que le CO2, mais il réagit avec le radical hydroxyle et disparaît. En moyenne, les molécules de méthane ne restent donc qu'une douzaine d'années dans l'atmosphère. Le méthane ne s'accumule pas comme le CO2. Enfin, le protoxyde d'azote est entre les deux. Il a un pouvoir réchauffant 273 fois supérieur au CO2 et reste dans l'atmosphère en moyenne pendant 110 ans. Mais alors comment on fait pour comparer ces différents gaz entre eux? Ça dépend du temps que l'on considère. Exactement. Le CO2, on l'a dit, a un effet réchauffant pendant très longtemps. Le méthane a un effet réchauffant 128 fois plus fort pendant 12 ans, mais ensuite il ne réchauffe plus du tout. Même chose pour le protoxyde d'azote, il réchauffe pendant 110 ans, puis après plus rien. Pour comparer ces gaz entre eux, on fixe donc une durée, disons par exemple 20 ans. Le CO2 a un pouvoir réchauffant pendant ces 20 ans. Le méthane réchauffe 128 fois plus pendant 12 ans, puis plus du tout pendant les 8 années suivantes. Sur 20 ans, son pouvoir réchauffant n'est donc plus que 72 fois supérieur à celui du CO2. C'est ce qu'on appelle le PRG 20, le pouvoir de réchauffement global 20. Mais ce n'est généralement pas cet indicateur qu'on utilise. On s'intéresse souvent à des effets à plus long terme, et donc on utilise le PRG 100, le pouvoir de réchauffement global à 100 ans. Le PRG 100 du méthane est ainsi de 28. Une tonne de méthane est donc égale à 28 tonnes de CO2 équivalent. Pour le protoxyde d'azote, le PRG 100 est de 273. Cet indicateur n'est pas parfait. Il est d'ailleurs parfois débattu parce que l'impact des différents gaz à effet de serre dépend de la temporalité des objectifs dont on parle. À chaque fois qu'on émet du CO2, il s'accumule dans l'atmosphère et réchauffe d'autant plus la planète pour une période très longue. Par contre, comme le méthane disparaît au bout de 12 ans, si on garde un niveau d'émission stable,
le méthane ne s'accumule pas plus dans l'atmosphère. Ça veut aussi dire que si on arrête tout de suite d'émettre du méthane, on aura un effet presque immédiat sur le réchauffement climatique. Bon et alors, comment sont émis ces gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture? Commençons par le méthane. D'une façon générale, le méthane est produit lorsque de la matière organique, de la matière vivante, est dégradée par des organismes en absence d'oxygène. Quand il y a de l'oxygène, c'est plutôt du CO2 qui va être produit. La grande majorité du méthane émis dans le secteur de l'agriculture est liée à la fermentation entérique. Ah oui, c'est la digestion des aliments par les ruminants, c'est ça? Exact, on va en reparler. Ensuite, on a la culture de riz. Elle se fait souvent baigner dans beaucoup d'eau et donc il y a peu d'oxygène, ce qui favorise les émissions de méthane. Le fumier, le lisier et le brûlage de résidus agricoles en dégagent un peu aussi. Pour le protoxyde d'azote, la majorité des émissions sont liées aux engrais dont une partie de l'azote n'est pas utilisée par les sols et finit par se retrouver dans l'atmosphère sous forme de protoxyde d'azote. Le fumier et le brûlage de résidus agricoles en émettent aussi un petit peu. Si vous avez compris ce que je vous ai raconté tout à l'heure, vous devriez pouvoir convertir ces émissions en CO2 équivalent. Environ 160 millions de tonnes de méthane multipliées par 28, ça nous donne 4,5 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Et 6,5 millions de tonnes de protoxyde d'azote multipliées par 273, ça nous donne à peu près 1,8 milliard de tonnes de CO2 équivalent. On peut maintenant reporter ces valeurs sur le graphique des gaz à effet de serre. Allez, on passe au sujet qui fâche, la consommation de viande. À l'échelle mondiale, nous mangeons de plus en plus de viande. En cause, l'augmentation de la population, mais pas seulement. Cette augmentation est aussi liée à la consommation de viande par habitant qui augmente dans nombre de pays, notamment d'Asie et d'Amérique du Sud. La Chine, le Vietnam, le Brésil, le Pérou, pour ne citer que quelques exemples, mangent de plus en plus de viande. Malgré sa croissance, l'Inde fait exception, probablement du fait d'une longue tradition de végétarisme au sein de certaines communautés. Elle reste à des niveaux incroyablement bas de moins de 5 kg par personne et par an. Dans les pays riches, la consommation de viande est relativement stable, voire en diminution comme c'est le cas en France, même si la consommation reste très élevée. Vous vous en doutez, la consommation de viande est fortement liée à la richesse d'un pays. Comme on peut le voir ici, plus le PIB par habitant est important, et plus la consommation de viande l'est aussi. Et donc, toute cette consommation de viande à travers le monde, au final, ça représente tant que ça d'émissions par rapport aux émissions liées à la nourriture d'une façon générale? L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est à peu près la moitié des émissions liées à la production de nourriture. Et pourtant, il ne couvre que 18% de nos besoins en calories et 37% de nos besoins en protéines. Autrement dit, on a beaucoup plus de pertes pour la nourriture animale que pour la nourriture à base de plantes. Si l'on regarde à l'échelle de notre pays, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est d'environ 10 tonnes de CO2 équivalent. L'alimentation est le deuxième poste d'émission derrière les transports. Si on ajoute toutes les sources de nourriture animale, viande, œufs, lait et poissons, la note s'élève à 1430 kg de CO2 équivalent, presque autant que tout ce qu'on achète. C'est donc réellement un enjeu majeur. À côté de ça, les émissions liées aux fruits et végétaux sont nettement inférieures. On peut d'ailleurs comparer les émissions de CO2 équivalent pour 1 kg de produits entre la viande et les produits végétaux. Sans surprise, la viande est très nettement plus émettrice que les produits végétaux. Ouais, enfin, 1 kg de viande, c'est aussi plus nourrissant qu'1 kg de patates. Effectivement, on peut aussi faire ce petit calcul pour 1000 kcal ou pour 100 g de protéines. Ça réduit effectivement un peu les écarts, mais la conclusion ne change pas. La viande reste nettement plus émettrice que les produits végétaux. Par exemple, le bœuf est 160 fois plus émetteur que les pommes de terre pour la même quantité d'énergie fournie. Et même dans la viande, tout n'est pas égal, loin de là. Le bœuf est particulièrement émetteur, 7 fois plus que le poulet ou le porc par exemple. Mais pourquoi? Pourquoi la viande et particulièrement le bœuf émet autant de gaz à effet de serre? Une première partie de la réponse est liée à des pertes d'énergie dans la chaîne alimentaire. Si la vie est possible sur Terre, c'est notamment grâce au soleil qui nous fournit toute l'énergie dont on a besoin, gratuitement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes totalement incapables d'utiliser cette énergie. Mais d'autres y arrivent. Ceux qui font la photosynthèse, les plantes sur Terre et le phytoplancton dans la mer. C'est ce qu'on appelle des organismes autotrophes. Les autres organismes sont hétérotrophes. Ils tirent leur énergie de ces producteurs primaires en les mangeant. Par exemple, les végétaux sont mangés par des lapins, qui sont mangés par des serpents, qui eux-mêmes sont mangés par des rapaces. L'énergie solaire se retrouve à la fin dans le rapace. Sauf qu'à chaque fois qu'on passe d'un niveau trophique à l'autre... Alors, à tes souhaits, un niveau trophique, c'est quoi?
un étage de la chaîne alimentaire, si tu préfères. Entre chaque étage, entre chaque niveau trophique, il y a des pertes d'énergie importantes. Parce que des organismes peuvent mourir sans être mangés, parce que tout n'est pas mangé, genre les os en général on les mange pas, parce qu'on n'absorbe pas non plus tout ce qu'on mange, c'est aussi pour ça qu'on fait caca, et aussi parce que on joue au badminton, on va au boulot en vélo, on lit des livres, on joue à Final Fantasy X, tout ça consomme de l'énergie, même respirer consomme de l'énergie. Ceci dit, ça consomme plus d'énergie de faire un match de badminton que de jouer à Final Fantasy X. Ouais, là tu prends un exemple de petit joueur, mais joue un peu à Super Meat Boy et tu verras si tu dépenses pas plus d'énergie, hein. Ok les gars, merci, mais pour en revenir à nos moutons, tu parles de perte d'énergie entre les niveaux trophiques. Oui, sauf que rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme comme on dit. Cette énergie va bien quelque part et sert bien à quelque chose. C'est pas faux, mais la respiration cellulaire perd une partie de son énergie sous forme de chaleur. Et la chaleur, je connais aucun organisme qui en mange, donc quelque part c'est un peu perdu quand même. D'ailleurs, il y a une loi pour décrire ce phénomène. C'est la loi des 10%, aussi appelée loi de Linderman. Elle implique que seulement 10% de l'énergie est transférée au niveau trophique supérieur. Bon, par contre, la loi des 10%, parfois c'est 5%, parfois c'est 30%, ça dépend de plein de paramètres. C'est pas vraiment une loi qui met tout le monde d'accord. Ah, elle est passée au 49.3 celle-là aussi? Dans le contexte de l'élevage, c'est le même principe. On peut calculer la perte d'énergie ou de protéines entre la nourriture des animaux d'élevage et ce qu'on récupère à la fin. C'est ce qu'on appelle l'efficacité de conversion de la nourriture. En gros, combien j'investis de nourriture et combien j'en récupère à la fin. En termes de protéines, les œufs, le lait et le poulet ont le meilleur rendement avec un taux de conversion de près de 25%. Mais on perd quand même une énorme partie des protéines des plantes. Non mais attends, le bœuf c'est seulement 3,8% de conversion. C'est catastrophique. Ouais, et encore le bœuf est riche en protéines. Si on fait le calcul en calories, on descend à 1,9%. Donc en mangeant du bœuf, on récupère 50 fois moins d'énergie en mangeant l'animal qu'en mangeant ce que l'animal a mangé. Bah vas-y, fais-toi plaisir, va brouter dans les prairies. Conséquence de ce premier problème, les animaux ont besoin d'espace, de beaucoup d'espace. Besoin d'espace pour eux, parce que contrairement aux plantes, les animaux, ils aiment bien bouger. Je suis pas certain qu'ils en aient tous l'occasion. Et aussi, ils ont besoin d'espace parce qu'il faut les nourrir. Et donc, il faut de l'espace pour faire pousser à manger, pour nourrir les animaux qu'on mange ensuite. Le problème, c'est que l'espace sur Terre est limité. Quand on en manque, on coupe des forêts et on les brûle. Les forêts, vous le savez, elles ne servent pas seulement à faire joli, elles stockent du CO2, elles constituent un puits de carbone important et elles limitent la quantité de CO2 qui va dans l'atmosphère. Il faut savoir que 90% de la déforestation sert à installer des champs ou des prairies pour le bétail. C'est aussi un environnement très riche en biodiversité. Et d'ailleurs, la destruction des habitats est la première cause de perte de biodiversité. Mais ça, on va en reparler très vite. Donc, on déforeste en émettant du CO2 pour avoir de l'espace pour faire des terres agricoles. Et pour faire pousser la nourriture dans ces champs, on met de l'engrais qui émettent des protoxydes d'azote, engrais qui ont dû aussi nécessiter de l'énergie pour être synthétisés et donc aussi des émissions de CO2. Vu comme ça paraît pas optimal. Regardons la place que prend l'élevage sur notre planète. Ce rectangle, c'est la surface de notre planète. Elle est composée à 71% de l'océan. Sur les 29% des terres émergées, 71% est habitable par l'humain. Là-dessus, la moitié, j'ai bien dit la moitié, est consacrée à l'agriculture. Et sur cette moitié, 77% sont destinés à l'élevage. Ce sont soit des prairies, soit des champs destinés à nourrir le bétail. Donc l'élevage nécessite vraiment énormément de terre. Alors que, encore une fois, elle ne fournit que 37% des protéines et 18% des calories mondiales. Attention quand même, effectivement l'élevage utilise beaucoup de terre, mais il y a une partie qui ne peut être valorisée que par du bétail. On ne pourrait pas remplacer tous les pâturages par des champs. Ok, donc si on revient sur les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, on a une petite partie de l'empreinte qui est due à la consommation d'énergie, 10% sont liés à la gestion du fumier, 41% sont liés à la nourriture des animaux d'élevage, à travers des émissions dues à la déforestation ou à des engrais utilisés pour faire pousser de la nourriture pour les animaux. Mais il reste un poste d'émission majeur, qui va expliquer d'ailleurs la plus grosse différence entre l'empreinte des bœufs et celle du poulet ou du porc, la fermentation entérique. Ah, je sens qu'on va avoir droit à une histoire de paix. Les ruminants possèdent une caractéristique particulière. Afin d'assimiler la cellulose de l'herbe, ils recrachent l'herbe ingérée pour la mâcher et l'imprégner de salive avant de l'ingérer une nouvelle fois. On parle souvent des vaches parce qu'elles constituent le plus grand stock d'animaux d'élevage, mais on a aussi les moutons, les chèvres, les buffles, et puis en dehors de l'élevage, les rennes, les bisons, les dromadaires, les chevreuils ou encore les mammouths. Tous ces animaux sont des ruminants car ils ruminent. Alors il y a des exceptions, par exemple mon fils fait la même chose mais ce n'est pas un ruminant. Ah, t'es dégoûtant. Les ruminants ne possèdent pas un estomac,
ni 2, ni 3, ni même 4. Enfin si, ils en possèdent 4 en fait, dont un qui s'appelle le rumen. C'est lui qui est spécialisé pour digérer des aliments riches en cellulose, genre la paille, le foin ou l'herbe. La vache elle-même est totalement incapable de digérer ces aliments, mais au sein de son rumen se trouve ce qu'on appelle un microbiote. Des bactéries, des archées, des champignons ou même des parasites. Ce sont eux qui se chargent de digérer ces aliments et d'en extraire les nutriments. Ah, soyez pas dégoûtés, c'est pareil chez nous, on a plus de bactéries à l'intérieur de notre corps que de cellules humaines, de cellules à nous. Par contre, ce n'est pas le même microbiote, nous on est incapable de digérer l'herbe, ce qui est pas plus mal. Oh bah qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'on trouverait ça succulent, l'herbe. C'est vraiment bon. Même s'il y a plein de bactéries capables de digérer la cellulose, Fibrobacter succinogène et Ruminococcus albus, mais pas Dumbledore, sont de loin les meilleurs. Il faut dire qu'elles possèdent un paquet de gènes pour faire ça, en fait. Bon, avoue que tu nous as sorti le nom latin juste pour faire ta blague et Dumbledore. En digérant la cellulose par fermentation, elles produisent non pas du méthane, mais du CO2 et du dihydrogène. Si ça s'arrêtait là, ce serait cool, on pourrait peut-être même récupérer l'hydrogène pour faire rouler des voitures. Mais les ruminants possèdent aussi dans leur microbiote des archées méthanogènes. Les archées, ce sont les êtres vivants qui constituent la troisième branche du vivant, aux côtés des bactéries et des eucaryotes. Mais en vrai, ça ressemble vachement à des bactéries, je trouve. T'aurais pas oublié les virus dans ton arbre vivant, hein? J'ai pas l'air vivant? Dans le rumen, ces archées sont capables d'utiliser le CO2 et le dihydrogène précédemment formés pour produire le fameux méthane. Pour la vache, c'est plutôt utile puisque ce processus leur permet de réduire les quantités de dihydrogène dans le rumen, qui est toxique pour certaines bactéries qui permettent la digestion. Et donc, au final, elles digèrent de façon plus optimale. Et voilà, madame réchauffe le climat. Bah bravo. Pas en pétant, le méthane est expulsé à 99% via l'aéro, seulement 1% via l'épée. Je serais curieux de savoir comment on a mesuré ça. Bon, je me doute que tu vas pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Y a pas moyen de manger un bon bœuf local élevé en plein air pour faire un bon barbecue entre amis, sans affecter le climat? Tu connais la différence entre un bon et un mauvais bœuf? Je l'attendais celle-là. Alors concernant la provenance des aliments en général, on va tout de suite mettre les choses au clair. Le transport contribue très peu à l'empreinte carbone de notre alimentation. La plupart des transferts de marchandises se font grâce à d'énormes cargos qui sont très efficaces. On considère que le transport est responsable en moyenne de 5% de l'empreinte carbone des aliments. On peut regarder de façon plus précise d'où viennent les émissions des aliments grâce à une analyse de cycle de vie. En vert, vous avez les émissions liées au changement d'affectation des sols, la déforestation donc, y compris celle qui a servi à nourrir les animaux. En orange, ce sont les émissions liées à la production de nourriture, en particulier la fermentation entérique pour les ruminants et l'utilisation des engrais pour les cultures. Et le reste, c'est la nourriture pour les animaux, la transformation des aliments, leur emballage, leur transport, leur conservation au froid et les pertes. Comme on peut le voir ici, la part du transport est particulièrement faible pour le bœuf, entre 0,5 et 2%. Donc clairement, la provenance du steak importe peu. Oui, bon d'accord pour la distance, mais entre un bœuf élevé en élevage intensif ou en plein air, il y a forcément une différence. Oui, mais c'est pas celle que tu crois. Le bétail, coincé dans son enclos, ne perd pas d'énergie à faire des choses inutiles, comme, se promener. Et puis il est nourri avec des aliments plus riches, il grandit plus vite, ce qui lui laisse moins de temps pour rôter du méthane avant l'abattoir. C'est triste à dire, mais l'élevage intensif, au détriment du bien-être animal, est plus efficace en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, c'est dommage, hein. Si seulement il y avait une autre solution pour éviter les gaz à effet de serre dus à l'élevage. Les pires 10% de bœufs émettent 12 fois plus que les 10% de vaches laitières les moins émettrices. Elles-mêmes 36 fois pire que les pires petits pois. Et passez mieux à l'écrit cette phrase, je pense. Ceci dit, tu as quand même raison sur un point. Tu peux manger du bœuf plus ou moins pire, comme on dit. Sur ce graphique, on peut voir la répartition des émissions pour différents aliments, y compris le bœuf. Et effectivement, il y a de grosses différences entre le pire et le moins pire bœuf. La bosse de gauche correspond à des élevages de vaches laitières. Celle de droite à des élevages de bœuf. Ah oui, et pourquoi les vaches laitières émettraient moins? Principalement parce qu'elles produisent de la viande et du lait. Leur empreinte carbone est donc divisée entre ces deux produits. En moyenne, elles ont une empreinte 3 fois moins importante que les bœufs pour lesquels on ne consomme que la viande. Mais ce n'est pas le seul critère qui compte. On l'a dit plus tôt, en fonction du régime alimentaire, les vaches grandissent plus ou moins vite. Si on les nourrit avec des aliments très riches, elles grossissent plus vite, ce qui diminue leurs émissions de méthane. Sur ce graphe, on peut voir comment les émissions varient en fonction de la région géographique. En Amérique du Sud, par exemple, et au Brésil particulièrement,
une grande partie de l'empreinte carbone est liée à la déforestation pour obtenir plus de pâturage. En Europe de l'Ouest, et en France notamment, les émissions sont plus faibles parce qu'une partie importante de la viande provient des vaches laitières. Ah, bah j'avais raison. Si on mange un steak local, on émet moins de gaz à effet de serre. Pas parce qu'on réduit le transport, mais parce que nos systèmes d'élevage sont plutôt meilleurs que d'autres. Du moins sur la question du climat. Enfin bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas de bon bœuf. Sa consommation reste dans tous les cas problématique pour le climat. Et pas que. On a déjà vu que l'élevage prenait beaucoup plus de place que ce qu'il fournissait comme calories ou même comme protéines. Eh bien le bœuf a une place à part puisque même comparé aux autres animaux, il prend beaucoup plus de place. Vous savez aussi sans doute que le bœuf nécessite des quantités incroyablement importantes d'eau. Ici, l'étude en question a pondéré la nécessité en eau avec les ressources disponibles. Et voici le graphique. Alors certes, il faut beaucoup d'eau, mais clairement pas autant que ce que j'imaginais. Le bœuf nécessite moins d'eau que le porc, par exemple. Attends, mais il faut pas un truc comme 15 000 litres d'eau par kilo de bœuf? Oui, mais il boit une très grosse majorité d'eau de pluie, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. C'est biaisé de compter ça dans la consommation d'eau puisque cette eau va finir par revenir dans le cycle de l'eau. Et du coup, si on compte vraiment l'eau bleue, celle des rivières ou des nappes phréatiques, qui est effectivement consommée par les animaux ou utilisée pour irriguer les cultures, plus l'eau grise, qui est utilisée pour dépolluer les eaux usées, eh bien la consommation d'eau pour 1 kg de bœuf ou de porc est finalement similaire. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ceci dit. Enfin, le bœuf est aussi responsable de l'acidification des sols et de l'eutrophisation. L'eutro quoi? L'eutrophisation, c'est quand il y a une accumulation d'azote et de phosphore dans les milieux aquatiques qui favorise la croissance d'algues et qui empêche toutes les autres espèces d'exister à ces endroits, des zones mortes. Donc ça peut détruire localement des écosystèmes. C'est à cause des engrais dont une partie n'est pas absorbée par les sols et se retrouve dans les cours d'eau. Là encore, c'est qui le number one? Je sais que c'est déprimant, mais ne partez pas tout de suite, on va parler des solutions. Avant ça, j'en profite pour vous dire que si une conférence sur les enjeux environnementaux vous intéresse, je vous laisse mon mail que vous trouverez aussi en description. Alors que peut-on faire? On a vu que, selon la façon d'élever nos animaux d'élevage, on pouvait diminuer l'empreinte environnementale de notre consommation de viande. D'autres solutions consisteraient à empêcher la fermentation entérique en jouant par exemple sur le microbiote des vaches. Le GIEC estime un potentiel de 0,8 milliard de tonnes de CO2 équivalent par an, 1,3% de nos émissions. Mais pas sûr que ce soit hyper bon pour la santé des animaux. Ouais, j'ai de gros doutes en vrai. Sinon, un truc qui pourrait être vraiment efficace, c'est de limiter le gaspillage alimentaire. Pour la nourriture dans son ensemble, ça permettrait de réduire les émissions de plus de 2 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, soit environ 3,5% de nos émissions totales. Pour le bœuf, le gaspillage représente 12 à 15% des émissions, donc c'est énorme. C'est plus que les émissions liées à l'emballage, au transport et à la vente réunies. On peut donc largement améliorer l'empreinte environnementale de notre alimentation carnée. Mais on a vu qu'en règle générale, la meilleure viande était plus émettrice que les aliments végétaux. Autrement dit, la capacité à atténuer les émissions par les producteurs est limitée. Et là pour le coup, le consommateur a un rôle majeur à jouer. Évidemment, devenir végétarien ou limiter notre consommation de viande est un enjeu majeur. Mais si vous êtes accro à la viande, alors une première étape, ce serait peut-être de remplacer le bœuf par du poulet ou du porc. Du point de vue du climat, ça permettrait déjà de diviser les émissions par 7. Et pas seulement les émissions. C'est aussi des co-bénéfices majeurs vis-à-vis des ressources en eau douce et de la biodiversité. Non seulement c'est un levier puissant, mais en plus il est, me semble-t-il, plus facile à mettre en place que d'autres leviers importants. Prenons par exemple le transport en voiture, c'est aussi un levier très puissant, mais on n'a pas tous, toujours, des alternatives. Le chauffage on peut le baisser, mais on peut pas non plus l'éteindre toute l'année. Enfin moi il est éteint toute l'année, mais en vrai j'ai de la chance. Et l'avantage d'un régime végétarien ou vegan, si vous n'êtes pas déjà sensible aux arguments sur la souffrance animale, c'est de permettre d'être plus constant qu'un régime flexitarien propice au craquage et autres exceptions juste pour cette fois-ci. Alors quand je vous dis que c'est un énorme levier, est-ce qu'on peut quand même donner quelques chiffres? Eh bien, si toute la population devenait végane, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait, pas de crème, pas de beurre, pas de miel, ouais, c'est chaud quand même. Eh bien, on diminuerait les émissions de gaz à effet de serre de 6,5 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, soit 11% des émissions mondiales. Et au-delà des émissions de gaz à effet de serre, ça réduirait l'utilisation des sols de 76%, leur acidification de 50%, l'eutrophisation de 49% et la consommation d'eau de 19%. Et bien sûr, il n'y a pas que les éco-gestes.
Et on peut concevoir des mesures collectives comme taxer la viande ou prévoir des menus uniquement végétaux plusieurs fois par semaine dans les cantines d'école ou d'entreprise. Taxer la viande? Pourquoi pas une taxe carbone, tant que t'y es? La taxation du carbone, tout le monde est pour. Les économistes, les philosophes, le G20, les antinucléaires, les pro-nucléaires, pas mal d'ONG, et même le pape et Kate Blanchett. Donc tout le monde est pour, enfin presque. Ouais, mais attends, c'est bien joli tout ça. Le climat, l'environnement, tout ça est important. Mais on peut vivre en bonne santé sans manger de viande? C'est une bonne question. La viande est une source très dense d'énergie et de nutriments essentiels, comme des protéines, du fer, du zinc et de la vitamine B12. À part la vitamine B12, tout le reste est remplaçable. Mais attention quand même, un régime végétal impose de manger une grande diversité d'aliments. Nous, on a accès à une telle diversité, mais ce n'est pas toujours le cas dans les pays en développement. Autant dans les pays riches, la surconsommation de viande peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de cancers colorectaux, autant dans les pays pauvres, un régime pauvre en viande pourrait avoir un impact négatif sur la santé. Outre sa consommation directe, l'élevage pose d'autres problèmes sanitaires. Les stocks animaux peuvent être des réservoirs pour des pathogènes et être transmis à l'homme. Et l'utilisation massive d'antibiotiques pour l'élevage contribue à la propagation de bactéries résistantes, pour les animaux mais aussi pour les humains. C'est donc un point d'inquiétude majeur. Bon, t'as fini? C'est délicieux. Non mais t'as rien écouté à ce que je viens de dire. Si, j'ai écouté. Mais c'est un steak de soja. Oh, t'aurais pu le dire avant. T'es vache. La consommation de viande est donc un problème majeur sur les aspects environnementaux et il n'y a pas vraiment de bonne façon de consommer de la viande. Manger moins de viande est extrêmement profitable d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue de la santé. Et c'est aussi beaucoup moins contraignant que de se passer de la voiture et beaucoup moins cher que de faire l'isolation de la maison. C'est donc probablement un des leviers avec le meilleur rapport contrainte-gain qu'on puisse avoir. Enfin, après, ça dépend des gens. Je n'ai pas abordé la question de notre capacité à nourrir une population toujours croissante sans élevage. Pour répondre rapidement, puisque le taux de conversion de l'élevage est pas ouf, on gagne des terres pour nourrir les humains plutôt que le bétail. Des estimations pour les États-Unis ont montré que remplacer un régime riche en bœuf par un régime riche en poulet permettrait de nourrir 140 millions d'Américains en plus, soit 40% de leur population actuelle. Remplacer le bœuf par un régime végétarien permettrait de nourrir 190 millions d'Américains en plus. Alors ce serait pas forcément le système optimal, puisque certains terrains ne peuvent être valorisés que par des animaux, mais quand même, baisser notre consommation de viande permettrait dans tous les cas de nourrir plus de personnes. On arrive donc à l'idée claire qu'il faut diminuer notre consommation de viande, et ce sans avoir même évoqué les questionnements éthiques liés à la consommation de produits animaux, que ce soit dans des conditions d'élevage intensives, voire même dans des conditions d'élevage plus respectueuses de la condition animale. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, la vidéo de Monsieur Phi, en collab avec Philoxime justement, est top de chez top. Par contre, je vous préviens, les philosophes sont bien meilleurs pour poser des questions que pour y répondre. Oh bah bravo, merci pour les clichés, hein. Merci à Maxime de la chaîne Philoxime pour sa participation. C'est une chaîne de très haute qualité, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Il y parle aussi des thématiques climatiques et environnementales, mais sous un autre angle, et je vous mets en lien sa meilleure vidéo, du moins celle que je préfère. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via des dons, mais aussi à ceux qui font vivre la chaîne via des commentaires ou des partages. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, à très bientôt sur La Biologie fait vraiment des vidéos.